Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette édition du 4 décembre d'Informatique News Hebdo. Cette semaine, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'être avec Guy Hervier, le rédacteur en chef d'Informatique News. Guy, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Guy, comme chaque semaine, nous allons décrypter avec vous l'information et l'information chaude de la semaine écoulée. Et pour commencer, d'abord, comme on peut dire, le mélange de deux écosystèmes, le rapprochement entre deux écosystèmes, celui de Microsoft et d'Android. C'est exactement ça. C'est pas nouveau d'ailleurs, mais je pense que les manœuvres, les grandes manœuvres se concrétisent un peu plus. Et en fait, je dirais que le point qui a forcé un peu tout ça, c'est le fait que ARM devient maintenant un processeur, non pas parmi d'autres, mais un processeur important dans cet écosystème. Et donc là, c'est la disponibilité des applications Android sur PC. Donc c'est pas nouveau. Bon, vous savez que Windows 10, il y a la version 10X qui va bientôt arriver, qui va faire que les PC vont devenir des concurrents des Chromebooks. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, il y a une deuxième étape aussi pour Intel, qui est que de l'autre côté, si je veux dire de l'autre côté, c'est-à-dire du côté Mac, il y a donc eu l'arrivée du processeur ARM, qui fait qu'il va y avoir la possibilité de fusionner les applications iOS et les applications macOS. Donc ça veut dire que sur un Mac, on va pouvoir avoir une bibliothèque d'applications beaucoup plus importante. Et donc du côté de Microsoft, évidemment, c'est un peu embêtant. Donc comme eux, ils ont raté le virage du mobile, hein, on n'en a pas parlé depuis longtemps, mais on en parlait pendant plusieurs années régulièrement. Donc ils ont raté ça, et ça veut dire qu'il faut qu'ils se raccrochent à Android. Et donc il y a des développements qui sont en cours. Alors là, il y a un projet qui s'appelle le projet Latte. Donc je ne sais pas si c'est des ingénieurs Microsoft qui ont décidé ça sur le coin d'une table de Starbucks, mais en tout cas, l'idée est là. Et donc, c'est de développer des applications, de faire en sorte que les applications Android soient disponibles sur les PC. Alors, le problème, c'est qu'il y a un petit problème, c'est que la bibliothèque d'applications Google, a priori, Google verrouille ne laisse pas, le Google Play n'est pas disponible sur des appareils qui ne sont pas certifiés par Google. Donc, ça va être un petit problème. Néanmoins, je dirais que techniquement, il y aura la possibilité, alors ça veut dire, je ne sais pas comment fera Microsoft, est-ce qu'il créera sa propre bibliothèque? Ça prendra beaucoup plus de temps. Il aurait été évidemment beaucoup plus simple qu'on puisse accéder à la bibliothèque Google Play, ça aurait été plus rapide. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait que Windows 10, dont on parle depuis un petit moment déjà, lui, il va être aussi disponible sur Mac. Alors là, de la même manière, lorsque les Mac étaient sur Intel, c'est quelque chose qui existait. Il y avait la fonction Bootcamp, donc on pouvait faire tourner des applications donc Windows 10 et des applications Windows 10 sur un Mac. Il y avait la possibilité de virtualiser, donc il y avait parallèle d'un côté VM Fusion par exemple, donc on pouvait avoir une instance qui permettait de faire tourner Windows 10, sauf que Apple a décidé de passer sur ARM. Et donc, ça change un peu la donne. Et il se trouve qu'il y a des geeks, comme on dit, qui ont développé la possibilité de faire tourner Windows 10 sur les Mac avec le M1, donc c'est les nouveaux Mac. Alors, évidemment, pour l'instant, ce n'est pas une solution officielle, mais il n'est pas impossible que les choses se décantent et qu'on arrive à quelque chose. Donc, on voit bien, effectivement, comme je le disais au départ, c'est bien ces deux écosystèmes qui se concurrencent, et donc il faut arriver à trouver des solutions pour faire en sorte qu'ils soient à peu près au même niveau. Voilà, exactement. Normalement, on devrait en savoir plus, je crois, en 2021. C'est là que les choses vont normalement se concrétiser et que les écosystèmes devraient, en théorie, se rapprocher. En tout cas, Windows 10X, a priori, c'est pour d'ici la fin de l'année. Donc c'est très bientôt. D'accord. Autre domaine, celui du cloud, avec AWS, qui a fait sa grand-messe annuelle, et cette fois-ci complètement dématérialisée, avec un déluge de nouveautés, et pas mal de nouveautés consacrées à l'edge computing, notamment. Exactement. Alors, pour les lecteurs qui sont intéressés d'avoir tous les détails, je leur recommande d'aller sur Informatique News, parce qu'il y a 2 articles très complets sur le sujet. Mais je dirais que, comme vous le disiez, bon, c'est en dématérialisé. Maintenant, toutes les conférences, depuis plusieurs mois, et pendant encore un petit moment, sont dématérialisées. C'est pas pour autant que AWS n'a pas procédé à, donc c'est sa grand-messe reInvent 2020.
a procédé à beaucoup d'annonces. On ne va pas les énumérer toutes, mais on va en citer quelques-unes. Donc il y a la possibilité d'avoir accès à un environnement Mac en bare metal. Donc bon, vous voyez, on parlait de Mac, on en parle encore. Ça veut dire que Mac est quand même un environnement qui est en pleine expansion. Il y a la possibilité d'avoir des GPU AMD, donc ça c'est pour concurrencier Nvidia et faire en sorte qu'on puisse faire jouer un petit peu les prix. Il y a la possibilité d'avoir du stockage à faible coût. Donc là, c'est du stockage HDD traditionnel, donc principalement pour les systèmes de fichiers Google, Lustre, etc. Un stockage qui est déjà à un prix défiant toute concurrence chez AWS. Oui, mais bien sûr, mais bon, AWS continue à étendre son environnement et donc il y a évidemment la possibilité de jouer sur l'aspect technique, mais là, du HDD, c'est vraiment, on va pas dire le bas de gamme, mais enfin, c'est l'entrée de gamme, c'est le très faible coût, donc on peut aller, alors il y a deux versions, c'est D3 et D3N, on peut aller jusqu'à 48 Tera et 336 Tera, donc ça donne un peu de marge. Et puis, il y a une autre possibilité, alors là, on change un peu de registre. On sait que les containers se sont développés considérablement dans tous les environnements cloud. Et là, c'est la possibilité donc, du serverless. Donc, vous savez, en gros, on paye un ordinateur quand on fait appel à ces ressources et donc on ne paye pas si on ne l'utilise pas. Et donc c'est un peu la même idée, vous vous souvenez du téléphone mobile, c'était on paye à la seconde. Là c'est pareil, sauf que là c'est pas la seconde, c'est à la milliseconde. Alors auparavant, c'est donc la fonction lambda de serverless qui est disponible sur AWS. Et donc jusqu'à présent c'était du 100 millisecondes et là on passe à la milliseconde. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement précis. Est-ce que ça va changer les choses? Fondamentalement, je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs, il faudrait voir. Mais peut-être que quand vous agrégez des milliers et des milliers d'utilisations d'instances lambda, peut-être que ça finit par se chiffrer et faire la différence. Mais en tout cas, c'est une possibilité de plus qui est proposée par AWS. Donc c'est vraiment une conférence très, très riche en annonces que nous a proposé AWS cette année en 2020. On reste dans le domaine du cloud avec cette fois-ci, on va être un tout petit peu précis. Vous avez mentionné juste avant, Guy, les conteneurs. Et il s'avère que Kubernetes, qui est un format, un standard très populaire, est justement en phase de devenir encore plus populaire, puisque ça s'impose comme un standard. Et, oui, c'est clairement le standard. Donc c'est suite à une étude que fait la société Datadog, qui a été créée par deux Français, qui est basée à New York, et qui fait en gros, pour simplifier, de la supervision d'environnement cloud, que ce soit du cloud sur le cloud public ou du cloud en privé ou du cloud on-premise. Et donc, en gros, ça veut dire qu'il donne une bonne vision de cet environnement-là et de son évolution. Et là, alors, c'est une étude qu'ils font chaque année, depuis plusieurs années. Et donc, comme vous le disiez, cette année, je dirais que l'enseignement principal, c'est que Kubernetes, qui est un orchestrateur de conteneurs, est présent dans un cas sur deux. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très, très important. Alors, pourquoi ça? Parce que, bien entendu, les conteneurs sont des instances à vie très, très courte. C'est un peu comme les papillons, c'est quasiment dans la journée, sauf que là, c'est même beaucoup plus court que ça. Et donc, en gros, quand on a des milliers de conteneurs, voire plus, il faut pouvoir orchestrer tout ça. Et donc, c'est la notion de fiabilité et de passage à l'échelle, ce qui veut dire que la présence d'un Kubernetes est quelque chose d'absolument indispensable. Alors, c'est Kubernetes en direct ou c'est Kubernetes qui est proposé de manière packagée dans les environnements, soit AWS, soit Google, soit Azure, qui le proposent sous forme un peu packagée. Donc je dirais que c'est un peu ça l'environnement principal. Alors il y a je dirais, deux petits points qui sont mis en évidence, qui sont des points plutôt négatifs. Le premier, c'est que Kubernetes fait une sous-utilisation de ressources IT, donc ce qui est un peu dommage, puisque finalement il s'auto-limite, si je puis dire. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est qu'il y a des versions qui apparaissent tous les 3 mois.
Et donc, évidemment, normalement, les entreprises devraient évoluer à ce rythme-là, sauf que c'est trop compliqué. Voilà. Et ce qui fait qu'on a aujourd'hui une fragmentation de versions, et on a à un instant donné, donc aujourd'hui par exemple, on a à peu près 8 versions qui coexistent différentes dans les différents univers. Donc ce qui peut poser un problème. Sachant que la version la plus fréquente, c'est quand même une version qui remonte à il y a 18 mois. Donc vous voyez, c'est quand même... Alors, c'est pas très vieux, mais c'est au rythme de vie de cet environnement-là, c'est assez ancien. Donc, c'est une problématique qui est posée. Maintenant, comment on la résoudra, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, la problématique est là. D'accord. On change complètement de domaine, Guy, pour se tourner maintenant et regarder les organisations numériques. Et 2 d'entre elles se sont rapprochées, 2 organisations françaises, Syntec Numérique et Techin, et ce rapprochement doit se concrétiser dans les prochains mois. Alors, c'est en 2021 que c'est prévu, donc ça a été annoncé très récemment. Donc, c'est la fusion, en fait, de Syntec Numérique et de Techin France, comme vous le disiez. Alors, on ne va pas refaire l'historique des deux. Syntec Numérique, qui s'appelait précédemment Syntec Informatique, a été créé en 69, donc c'est 1 an avant le SIGREF. Donc, vous voyez, c'était un peu les débuts de l'informatique en France, sachant que, finalement, Syntec Informatique de l'époque, c'était le syndicat des SS... On ne disait pas SS2I, d'ailleurs, on disait SSCI à l'époque, donc c'était même plus ancien. Et donc, en gros, c'était le syndicat des sociétés de services. Et puis, il est devenu Syntec Numérique en 2010. De son côté, Techin France a été créé plus récemment, en 2005, sous l'appellation AFDEL. Et l'idée, c'était que, en gros, il regroupait plutôt les éditeurs de logiciels français, et ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas suffisamment bien représentés dans Syntec Numérique, ou Syntec Informatique à l'époque. D'où leur création, donc, à l'époque. D'où leur création à l'époque. Et donc, je dirais que le regroupement des deux est relativement naturel, sachant que, évidemment, Syntec Numérique, c'est le poids lourd des deux. Hein. Mais l'ensemble cumulé, ça représente quand même 65 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est quand même important. Et 600 000 emplois directs, plus les emplois indirects. Donc c'est quand même, je dirais, une force de frappe importante. Et l'idée est relativement simple, hein, c'est que, bon, bah là, en gros, l'union fait la force. Le fait que Techin soit un peu à côté, finalement, pour lui, c'était ne pas avoir un poids suffisant. Donc, se regrouper, ça permet de faire du lobbying de manière plus efficace par rapport au pouvoir public français, par rapport, je dirais, à l'extérieur, donc c'est-à-dire qu'au niveau européen, par exemple, et donc c'est ça ce qui a poussé les deux organisations à se regrouper. Alors, pour l'instant, c'est une idée, hein, rien n'a encore été mis en place. Je dirais la gouvernance n'est pas définie, le statut juridique, qui sera le pilote de l'avion, on ne sait pas encore, mais on aura le temps de voir. Mais en tout cas, bon, je dirais que c'est un regroupement qui est assez naturel. D'accord. La semaine dernière a été marquée notamment par le rachat de Slack par Salesforce. Alors, on n'avait pas d'idée du prix. Maintenant, l'acquisition a été chiffrée. Elle a été chiffrée, on s'est un peu trompé, si je puis dire, puisqu'on avait évoqué... On était parti sur la capitalisation de l'époque, hein, d'aujourd'hui. 17 milliards. Et finalement, Salesforce a les poches profondes, puisqu'il a mis 28 milliards. Donc, vous voyez que c'est quand même important. Salesforce, maintenant, est quand même un des grands acteurs. Alors, on avait longuement parlé de ça. Et alors, l'autre sujet, en fait, qui nous amène enfin, qui est un peu différent, d'ailleurs, c'est le fait que HPE, alors c'est un peu, pas l'épisode nostalgie, mais c'est un peu l'histoire d'informatique. Donc HPE qui a décidé de migrer son siège, qui est à San José, alors on reviendra après, au sud de la Californie, à Houston. Donc c'est quand même, Houston c'est le Texas, c'est l'environnement du pétrole, pour simplifier, c'est un peu étonnant. Bon, vous vous souvenez, HPE, en fait, c'est le fruit de la scission de HP en deux entités. Donc, HPE, et historiquement, HP était à Palo Alto. C'est là où il y a le fameux garage de Bill Hewlett et Dave Packard. Donc, est devenu HP basé à Palo Alto. Et quand ils sont scindés en deux, quand HP s'est scindé en deux, donc HP Inc. est resté à Palo Alto.
et HPE est allé à San José. Donc je dirais que San José n'est pas un lieu historique pour HPE d'une quelconque manière. Ce qui fait que le fait de migrer à Houston, je pense que évidemment la crise de la Covid n'est pas étrangère à ça, parce que les entreprises sont en train de se reconfigurer, puisque maintenant pour beaucoup d'entre elles, elles sont en télétravail de manière importante. Et donc l'autre point aussi qui a été déterminant dans cette décision, c'est que bon, les prix de la Silicon Valley sont absolument effrayants. Alors même si c'est des entreprises qui ont l'air insolides, ça coûte quand même très cher. Donc c'était l'occasion pour HP d'aller dans un nouvel environnement, un nouvel univers. Et Houston, évidemment, ça fait sens, hein, parce que c'est un écosystème qui est intéressant. Mais je dirais que c'est un peu une page qui se tourne dans l'histoire d'HP, une nouvelle page dans l'histoire d'HPE en l'occurrence. D'accord. Cette semaine a été notamment marquée par la diffusion d'une étude et d'un document, le Digital Transformation Index de Dell, qui révèle que sans surprise, les entreprises s'avèrent être inquiètes pour leur survie, notamment du fait de la crise et de sa durée. Et c'est ça, donc Dell Technologies fait une enquête maintenant régulièrement, c'est la 3e, il en fait tous les 2 ans, je crois. D'accord. Et donc il ressort, comme vous le disiez, deux idées principales. La première, c'est que, alors c'est une enquête internationale dans 18 pays, à peu près, je dirais, comparables, on va dire, c'est une sous-partie des pays de l'OCDE, pour simplifier. Et donc, la première idée qui ressort, c'est qu'un quart des décideurs informatiques sondés craignent pour la survie de leur entreprise, lié évidemment à ce qu'on est en train de connaître. Donc un quart, c'est beaucoup quand même. Ça veut dire que ça crée quand même un climat, je dirais, d'anxiété, un climat de préoccupation qui n'est pas très bon au fonctionnement des entreprises. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que 7 décideurs sur 10 constatent une accélération de la transformation numérique de leur société. Et ça, bon, ça surprendra personne, mais ça veut dire que c'est quasiment 7 sur 10, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même une très grande majorité. Et c'est vrai que quand on interviewe les patrons des entreprises IT toutes les semaines, c'est un peu le message qu'ils donnent. C'est-à-dire, en 9 mois, ils n'ont pas fait l'équivalent de 9 ans, mais en tout cas, ça a été quelque chose qui les a boostés. Alors, il y a, parmi les grands projets, il y a le fait je dirais, de transférer les fonctions avec la prise en compte du télétravail. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a la sécurité qui, évidemment, est liée à cette évolution-là, qui est posée dans une problématique un peu nouvelle. Il y a l'exploitation des données, donc pour la mise en œuvre d'applications de manière un peu plus importante d'intelligence artificielle. Donc c'est un peu les grandes évolutions. Et puis le point intéressant aussi de cette enquête, c'est que malgré tout, même s'il y a cette accélération, même s'il y a cette volonté de mettre en place de nouveaux environnements de travail, il y a toujours une différence entre le souhait et la réalité. Et bon, des applications très simples comme l'intelligence artificielle ou la blockchain, il y a un décalage entre ce que souhaiteraient faire les DSI et la réalité. Mais je dirais que ça, c'est peut-être le lot commun. C'est-à-dire que même à titre individuel, vous, Thomas, entre ce que vous souhaiteriez faire et ce que vous faites, il y a toujours une différence. Donc ça ne surprendra personne, si je puis dire. Après avoir parlé de la semaine écoulée, des précédents jours, on va regarder maintenant vers les prochains jours. Et là, d'ici quelques jours, le 16 décembre précisément, se tiendra une matinale que j'aurai le plaisir d'animer sur la transformation, le passage en fait du legacy au cloud, ce qui illustre vraiment un mouvement de fond. C'est-à-dire que les entreprises délaissent peu à peu ce que vous avez mentionné, en fait, les infrastructures informatique physique sur place pour se tourner vers celles proposées par les acteurs du cloud computing. Alors, bon, vous êtes mieux placé pour en parler puisque c'est vous qui allez l'animer, mais c'est clairement ça. Et c'est bien, c'est pas l'évolution vers le cloud, c'est le passage du legacy. Donc, legacy, on pense plutôt au grand système en général, sachant qu'il y a une adhérence qui est très forte. Hein, puis on se dit, bon, ça tourne, donc c'est peut-être pas l'occasion, c'est peut-être pas le moment de changer. Si ça fonctionne, on reste comme ça. Mais malgré tout, il y a cette tendance vers le cloud qui est importante. Et moi, j'ai bien aimé
met dans la description que... Alors, il faut rappeler que c'est le 16 décembre. C'est 16 décembre, c'est bien ça, le 16 décembre prochain, oui. Qui sera en live, d'ailleurs. Elle sera en live, comme d'habitude. Je propose à tous nos lecteurs de la suivre. Bien sûr. Donc, c'est à 10h, ce sera à 9h30. 9h30 à 11h30. Et alors, j'ai bien aimé dans la description, c'est en gros faire en sorte pour que cette migration ne soit pas un désastre. Donc j'avoue que c'était peut-être un peu fort comme présentation, mais c'est possible. Et je ne sais pas si vous avez sur votre plateau, si vous aurez des DSI qui feront l'expérience de ce désastre, entre guillemets. Mais en tout cas, je pense que effectivement, c'est quelque chose, une évolution importante qui pose beaucoup de problèmes, pas seulement techniques, mais... Bien sûr. Que vous aurez l'occasion d'échanger avec les DSI et les responsables d'infrastructure présents sur place. Et on va terminer cette rétrospective hebdomadaire par notre habituel coup de gueule, coup de cœur. Alors cette fois-ci, ce n'en est pas vraiment un, puisqu'on va davantage parler d'un service quasiment que rend l'ANSSI à la communauté des RSSI. On pourrait dire que c'est un coup de cœur, c'est un bon point. Voilà, on va décerner un bon point à l'ANSSI, qui est très très active, suit l'actualité de manière assez proche. Et là, ils ont sorti un guide descriptif sur le ransomware Ryuk. Donc, on en a parlé la semaine dernière, puisque Sopra Steria, je dirais, c'est pris les pieds dans le tapis, et le montant c'était entre 40 et 50 millions dans le compte d'exploitation, donc c'est quand même pas négligeable. Lourd, oui, l'assurance va en payer une partie, mais malgré tout, ça va faire un trou non négligeable. Et donc l'ANSSI a publié un guide très détaillé sur le sujet, donc sur ce ransomware Ryuk. Donc c'est à saluer, et je pense que je dirais tous les DSI qui s'intéressent à cette problématique du ransomware, qui est il faut avoir une vigilance quasi quotidienne, absolue de tous les instants. Je leur conseille d'aller lire ce petit manuel pour être prêt et armé et pas tomber dans ce piège. Merci Guy pour cette rétrospective. Merci Thomas. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Bonne journée à vous et à bientôt.